Donc, on est le 2 juillet 1996. Je suis seul à la maison. Ma femme et ma belle-mère sont partis chez coiffeuse. Alors, je profite de cet instant de dicter quelques pensées de ma part. J'ai 17 ans maintenant. J'arrive presque vers la fin. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire, mais en fin de compte, ça change rien. J'espère que les quelques enregistrements que je vais vous laisser, ça vous peut-être fera plaisir ou regret. Moi-même, personnellement, comme aujourd'hui, je ne suis pas tellement content. Enfin, il fallait quand même débuter un jour du fait qu'on a quelques ennuis familiaux. Bref, je commence. Je suis né en 1919, 11 janvier. Puis pareil, 11 heures au soir, et puis il faisait l'hiver, moi 25 en extérieur. Ça, je me souviens pas très bien. Bon, enfin bref, ça s'est passé. Et maintenant, ma vie commençait là-bas, en Pologne, dans mon petit village de Dobrzenkowo. L'enfance sans histoire, à part que c'était la misère, mais nous, on ne se rendait pas compte que c'est la misère. On pensait que la vie, elle est faite comme ça, et on a vécu comme ça. Et ça a duré comme ça jusqu'à mes 14 ans, ne voyant pas aucune issue dans ma profession. Je pensais, je cherchais, j'ai trouvé une solution, c'est s'engager dans l'armée. Je ne sais pas par quel moyen j'ai réussi à obtenir l'adresse d'une école pour former des sous-officiers de carrière. Et je me suis adressé directement et par mes propres moyens. Et j'étais accepté. Le premier voyage dans ma vie, c'était à mes 14 ans, que je suis parti à quelques 400 km de chez moi. Par le train, forcément. J'ai passé par la capitale, Varsovie. Forcément, ça m'a fortement impressionné. Maintenant, je la connais beaucoup mieux que quand j'étais jeune. Tout compte fait, mes examens d'entrée à l'école militaire, ça s'est bien déroulé. Et j'étais incorporé en septembre 1934. Cette période, ça me laisse des bons souvenirs, parce que c'est là que j'ai appris à vivre, c'est là que j'ai appris à manger, c'est là que j'ai apprécié des choses autres que dans le petit village, c'était la misère. Et malheureusement, quand l'école était terminée, ça n'a pas duré tellement longtemps parce que tout de suite après, c'était la guerre qui commençait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais à la fin de compte, je suis parti au régiment dans une partie de Pologne qui actuellement c'est l'Ukraine. Et là que j'étais dans l'armée, j'étais dans les chasseurs alpins. Donc j'ai de bons souvenirs parce que l'hiver 37-38, j'ai passé en montagne faisant des skis. Et puis c'était quand même agréable. À part ça, comme dans l'armée, on dit, ça forme des hommes. Dans un certain sens, oui, ça forme des hommes, mais c'était dur quand même. C'est une préparation pour la vie, ça m'a quand même servi à beaucoup de choses. Et puis, tout compte fait, je ne regrette rien de cette période. Et
la guerre 1939 est arrivée pendant que j'étais soldat. Là, mon régiment est reparti au front pour se battre et moi, je restais dans la garnison parce qu'il y avait révolution des Ukrainiens. Il fallait ça par tous les moyens et atténuer parce que nous étions attaqués dans nos casernes. Bombardement des Stuka allemands qui commençaient sur notre ville, Strie. Ça durait quelques jours. On se sauvait la nuit pour se cacher. Et puis, à la fin de compte, au bout de 3 semaines, que quand les Russes ils nous ont attaqués de l'autre côté, c'est-à-dire pour récupérer leur soi-disant leur terre, on était assassinés. Et mon régiment, enfin, ce qui restait des régiments, on a eu l'ordre de se retirer à l'Hongrie. L'Hongrie, à ce moment-là, elle avait frontière commun avec la Pologne, donc c'était pas tellement difficile de les faire. Ce que j'ai fait, je me suis retiré à l'Hongrie, et c'est là que ma vie commençait à changer parce que je commençais à rencontrer des gens des autres pays, des autres, comment je vais dire, coutumes. J'ai de très bons souvenirs de ce passage à l'Hongrie. C'était un peuple très charmant et très accueillant pour les Polonais. Encore heureusement qu'à cette époque-là, les consulats polonais, il existait encore à Hongrie, et organisaient à ce moment pour les volontaires des départs forcément en fraude vers la France. Et moi, étant soldat de carrière, forcément, je me suis porté volontaire. Et du camp, c'était un camp des soldats, mais on n'était pas des prisonniers. On était gardés, mais on était en semi-liberté, donc il ne nous a pas été très difficile de se sauver. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à Budapest, se présentant au consulat polonais. De là, on était logés et nourris, j'ai visité un peu de Budapest. Forcément, j'ai visité des quartiers chauds de Budapest. J'étais jeune, c'était un peu compréhensible. Et au bout de 4 jours, on était envoyé vers la frontière yougoslave, dans un camp. C'était juste plein l'hiver 1940 et on avait la neige au minimum d'1 mètre. Et dans ici, traverser la fleuve Drava, qu'elle était gelée forcément. Et puis, j'ai pu prendre le train, première station à Yougoslavie, pour Zagreb. À Zagreb, forcément, on était accueillis par les autorités polonaises qui existaient encore. Et de là, on était envoyé à Split pour attendre après un bateau
qui devait nous ramener en France. Dans les ports de Split, il y en avait des bateaux allemands, bateaux de guerre, et nous, comme les fugitifs polonais, on devait faire très très attention pour ne pas se trahir, pour ne pas être pris par les Allemands, qui ont eu très grande influence encore à ce moment-là à Yougoslavie, avant l'envahir complètement. Et jour J est arrivé, on a eu le bateau, on a un soir, je ne me souviens pas très bien, c'était en mois de février, il faisait très beau sur l'Adriatique, temps printanier, c'est une région très très touristique. Et ce jour-là, une fois au soir, les bateaux étaient dans les ports, on était conduits et puis embarqués pour la France. Forcément, c'était ma première voyage en bateau. Je ne savais pas que ça va être si difficile. J'étais vraiment... j'ai pas de pieds marins, je voudrais dire. Pas du tout. J'étais vraiment malade comme un bête. Je me souviens seulement qu'après quelques heures de navigation, on était appelé après dans la salle à manger pour déjeuner. Une fois attablé et regardant les iblots et les vagues autour, j'ai déjà mangé, j'ai bu et j'ai tout fait. Et je me suis vite sauvé dans ma cabine, si on va appeler ça une cabine, parce qu'on dormait sur des matelas n'importe où dans les couloirs. C'était un petit bateau de pêche grec qui était loué pour ce transport. Enfin, 3 jours de voyage par Adriatique et Méditerranée, arrivé à Marseille. C'était au mois de février, Marseille faisait beau. On était conduits hors de Marseille, je ne me souviens plus exactement qu'est-ce que c'était comme camp militaire. C'était des baraquements, il y en a sur un hauteur, mais je ne me souviens pas les noms. Et là, forcément, il fallait attendre notre départ vers l'unité polonaise qui se commençait à organiser en France pour prendre part dans la guerre contre les Allemands. Jour est arrivé qu'on était embarqué dans les trains et puis je suis arrivé à Bretagne, à Côte-Quidan. Les unités étaient déjà existantes. C'était la 3e division des chasseurs alpins, soi-disant, ça s'appelait comme ça, mais ça n'avait rien à voir avec les montagnes. Et c'est là qu'on a commencé à faire des exercices, c'est-à-dire qu'on avait des jeunes polonais natifs en France qui venaient volontaires. Il fallait les instruire, il fallait leur montrer le maniement des armements. Et j'ai commencé à cet exercice avec ces jeunes. J'avais une section de mortier 81. C'est une petite artillerie d'infanterie, quoi. Et puis, c'était pas tellement facile, notre vie là. On ne se comprenait pas tellement parce que les jeunes Polonais de France, ils parlaient beaucoup de français. À ce moment-là, je ne savais pas un mot. Oh, un mot, peut-être quelques mots, mais pas grand-chose. Je me souviens seulement qu'une fois au soir, ils m'ont proposé de me ramener dans un bistrot. Et là, ils m'ont fait goûter les huîtres, je le répète, parce que je dis arrêter, et j'avais un trou noir, et j'ai oublié ces mots. Eh bien,
C'était pas la joie de les manger, j'ai avalé, mais alors, je t'assure que c'était pas tellement bon pour moi. D'ailleurs, jusqu'à l'heure aujourd'hui, je les aime pas manger tout cru comme ça. Enfin bref, ça s'est passé de cette façon-là. Petit à petit, il fallait s'habituer à la vie ici. Bon, Pernod, c'est pareil. On m'a fait goûter, enfin ça, ma foi, ça va encore. Je préférais toujours ça que la vodka, que je, même en Pologne, jamais bu, que parce que j'ai horreur de ça. Et la vie dans ma Bretagne, ça a continué comme ça, avec les exercices. On était déplacés après dans des villages. Je me souviens les noms des petits villages où on a logé chez des habitants. C'était Plélan-les-Grands. C'est-à-dire que les unités, ils ont été déjà assez entraînés pour savoir se battre. Et de là, mois de mai, on était envoyé vers les Vosges. Et là, forcément, c'est la guerre qui nous attendait. C'est les fronts qui s'approchaient. On était en sécurité totale parce qu'on avait la ligne Maginot devant nous. Mais au cas que la ligne Maginot elle céderait, on formait deuxième opposition. Et on se préparait pour recevoir les Allemands de cette façon-là. Tout ça, c'était des blagues. Ligne Maginot, on n'avait pas besoin de la passer, on a la contourner. Et puis forcément, les bagarres derrière, ça commençait. C'est-à-dire que les jours, on se tenait au front, on se terrait dans la terre, on tirait, on faisait tout pour se défendre. Mais les nuits, on reculait. Tellement que la masse des blindés d'aviation allemande, ils nous écrasaient. Et le troisième jour de la bagarre, de cette guerre, qu'elle était un petit peu plus longue en France qu'en Pologne, mais enfin, ça n'a pas duré longtemps. C'était le 21 juin 1940 que Paris était déjà sous l'occupation allemande, que nous, on s'est rendus seulement aux Allemands dans la ville de Saint-Dieu. Je me souviendrai toujours que cette équipe des officiers allemands, tout fiers, ils sont rentrés en ville pour prendre possession de la mairie de Saint-Dieu. Je ne les ai portés jamais dans le cœur, mais et puis je ne les porte pas encore. Enfin, on était vaincus. Et puis il fallait survivre. On était pris prisonniers et conduits jusqu'à Sélestat. À Sélestat, un énorme camp dans les champs, surveillé par des mitraillettes. On a passé 2 ou 3 nuits et de là, marche forcée jusqu'à Strasbourg. À Strasbourg, on nous a placés dans des anciennes casernes de cavalerie. Et c'est là qu'on a dormi, à la place des chevaux. Seulement, les chevaux, il y en avait de la paille et nous, on n'avait même pas. C'était sur du béton direct. Si on avait une couverture ou quelque chose dans ce genre-là pour se protéger, c'était bien. Sinon, il fallait s'arranger comme on pouvait. Heureusement que c'était l'été, c'était mois de juin, juillet, et où, comme nourriture, on était vraiment
au restaurant de 4 étoiles, c'est-à-dire au matin, une tasse de thé avec une petite tartine de pain noir, une petite cuillère de confiture. À midi, la soupe. La soupe, il fallait courir dans ta boîte à conserve ou ce que tu avais sous la main, dans ce qu'on a mangé, pour trouver un haricot ou bien un quart de pomme de terre. À part ça, c'était tout de l'eau. Et au soir, il fallait garder du matin un bout de pain pour au soir. C'est-à-dire que la misère, elle était complète. On était vraiment exténués. Je me souviens qu'au bout de 2-3 semaines, pour se lever, il fallait se tenir au mur parce que la tête est tournée et commençait à marcher tout doucement pour pouvoir se déplacer parce que ce n'était pas possible. Forcément, conditions d'hygiène, ça s'est aggravé forcément, on n'avait rien, on n'avait pas de savon, il y avait de l'eau, c'est tout. Et l'époux qui se montré, l'époux qui se baladait dans le gazon de la cour des casernes. Alors c'était vraiment la misère. Une fois seulement, j'étais désigné pour aller travailler en ville, sous escorte forcément des soldats. Et là, il y avait un vieux allemand, un soldat de quarantaine d'années, un vieux, je dis un vieux, de quarantaine d'années. Quand il m'a vu, il avait pitié de moi, tellement que j'étais triste, que pareil, enfin je ne me souviens pas, je ne me suis pas vu à ce moment-là. Il m'a donné du pain, il m'a un petit peu donné de la nourriture. Mais cette occasion-là, comme ça, pour sortir en ville, pour travailler, c'était très très rare. Donc il fallait se contenter avec ce qu'on avait à manger sur place. Forcément, la vie s'est déroulée comme ça. On ne savait pas quand est-ce qu'il y aura du changement. Et puis vers le mois de septembre, quand tout en France était tranquille, partagé, la ligne de démarcation et tout ce qui s'ensuit, les Allemands, ils ont eu besoin de nous pour faire reboucher leur fortification qu'ils ont fait de leur côté, enlever les barbelés et tout ce qui s'ensuit, et aplanir le terrain. Donc ils nous ont conduits en Allemagne pour travailler. Mais déjà avant le départ pour l'Allemagne, on nous a donné la nourriture un peu meilleure pour nous, pour qu'on ait plus de force pour pouvoir exécuter ces travaux-là. Donc, c'était quand même dans les champs qu'on rebouchait les trous. Et dans les champs, il y en avait des pommes de terre qu'on y allait voler si on pouvait, parce qu'on était quand même surveillés. Et forcément, on était logés dans des baraquements en bois et bien surveillés forcément. Mais la misère continuait toujours. La nourriture, elle n'était pas terrible. Je me souviens, un Polonais de France, il s'appelait Doboš. Il n'avait pas de casserole, il n'y avait pas de rien pour lui manger. Il a trouvé un vieux pot de nuit dans les champs. Il a ramené ça, nettoyé, et puis il gardait sa nourriture là-dedans. Alors, ce qu'il y avait un surpris, il n'y a personne qui lui volait parce que, forcément, dans un pot de nuit, il n'y a personne qui l'osait de prendre. Bon, enfin, c'est des petits souvenirs. Et puis, de ce camp-là, on a été après appelés pour aller travailler dans les villages. Donc là, ça, forcément, on a commencé à reprendre un petit peu poil de bête. C'est-à-dire, on était quand même mieux nourris par les gens.
là où on a travaillé. Je me souviens, j'étais dans une boucherie, charcuterie, on était à 4 ou 5, ils nous ont présenté pour petit déjeuner toutes sortes de charcuteries, pour que la charcuterie allemande d'ailleurs, elle est très renommée encore à l'heure actuelle. Et moi j'avais mal aux dents et j'étais en rage parce que je ne pouvais pas manger. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça s'est passé comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux on dirait que je parle à quelqu'un, je parle à moi-même. Et petit à petit, on a travaillé, pas continuellement, mais une fois ici, une fois là. On était désignés, ou Mata conduit dans des villages. Et puis ça s'est continué comme ça. Et une fois, ça c'est, je raconte des poids les plus difficiles, les plus marquants. Je tombais là chez un cultivateur, c'était un chef de village, on l'appelait ça Ortsbauerführer. Et puis pour scier du bois, on était à 2. On sciait ce bois toute la matinée jusqu'à midi. À midi, il nous a appelés pour manger. Il a installé une table dans l'étable des vaches. Il y avait des deux côtés les vaches, et notre table au milieu, et puis il nous a servi la soupe. Moi, je ne sais pas, parce que j'avais faim quand même, mais j'étais tellement fier que j'ai refusé, et j'ai dit à mon copain, il ne faut pas toucher. J'ai dit qu'il bouffe lui-même sa soupe, mais on n'y fera plus de travail. Et l'après-midi, si on a scié un morceau de bois à 2, c'était pas plus. On faisait plutôt semblant de travailler. Mais depuis ce temps-là, il a bien remarqué, il ne nous a pas redemandé. Après, j'ai tombé dans une ferme, et puis là, c'était beaucoup mieux, parce que malgré tout, les camps là où on a logé, tous en commun, ils étaient liquidés, et puis on est parti dans les commandos. Commandos, c'est-à-dire une maison dans le village. On était, disons, une vingtaine ou 25 dans le village pour travailler, pour donner coup de main à la récolte. Ici, là, j'ai encore pas mal tombé. C'était chez un marchand ferrant. Et là, je travaillais normalement, j'étais nourri normalement. Il y avait une fille, elle n'était pas belle, elle courait après moi. Je ne vais pas dire que j'ai eu l'aventure avec, l'occasion ne s'est pas présentée, non. Mais ça m'a facilité parce que après la journée du travail, il me faut filer la nourriture, même l'alcool. L'alcool, je ne courais pas après, mais enfin, j'ai accepté, c'était pour les copains. Et de là, on m'a muté ailleurs, dans une autre place, une beaucoup plus grande ferme. Et là, j'étais très bien, je ne peux pas dire, seulement, on ne dormait pas chez nos patrons, on dormait dans les commandos, toujours surveillé quand même. Et là, je travaillais avec lui, et les patrons, il s'appelait Fuchs, Renard en français. C'était un grand fumeur. Lui, il fumait tellement qu'il n'y avait pas besoin d'allumer. Quand il a allumé une cigarette au matin, au soir, il y avait toujours une cigarette dans la bouche. Et c'est avec lui que j'ai commencé à apprendre à fumer. Il était tellement acharné pour la cigarette qu'il prenait des stères de bois à lui qu'il y avait, et puis on y allait à Luxembourg, c'était à la frontière luxembourgeoise, il les vendait pour avoir du tabac. Je ne vais pas dire que j'étais bien nourri et bien considéré. C'était pas un acharné nationaliste,
Donc notre contact il était assez bon. Et dès là, comme les Allemands ne voulaient pas que les gens s'habituent avec les prisonniers, il nous a changé, il nous a envoyés dans une autre région, dans la région tout près de Belgique. Ça s'appelait Eifel. Et là, je tombais dans le village aussi, forcément, c'est toujours dans les villages. D'ailleurs, heureusement que c'est dans les villages, parce que autrement, ça serait difficile pour nous de se nourrir. Parce que je sais, après que les autres qui ont travaillé dans les mines, dans les usines, c'était pas la même chose que nous. Pour moi, la guerre, tant de prisonniers en Allemagne, c'était assez clément, je ne peux pas me plaindre. Après, tous les Allemands, c'est des hommes comme les autres. Forcément, il y en avait des nationalistes qui regardaient les prisonniers comme des chiens. Mais, qu'est-ce que tu veux, il fallait accepter. Et là, je travaillais aussi. S'il faisait tellement chaud, tellement beau temps, qu'à ce moment-là, les Allemands de là-bas, ils travaillaient seulement au matin jusqu'à midi, et midi à 4 heures, on faisait la sieste, et puis on travaillait au soir. Bon, c'était pas plus mal. Et la vie continuait comme ça, d'un à l'autre, J'ai fait longtemps comme ça, mais il fallait appuyer sur quelque chose. Là, j'étais très 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 bien du fait qu'il n'y avait pas de commando. Et on était à 5 prisonniers qu'on a travaillé chez des habitants et puis logés chez eux et nourris par eux. J'ai très bien tombé parce que mon chef, qui était vraiment un homme cultivé, il était un homme raisonnable, apolitique. C'est là, c'est mon meilleur moment que j'ai passé pendant que j'étais prisonnier. Parce que déjà par la force que j'avais une chambre dans la maison, que je mangeais avec eux à table. Oh, et forcément, il y avait une jeune fille de 17 ans. Et puis, ça s'est noué avec moi et elle un petit peu. Et c'est plutôt elle qui m'a influencé. Parce que moi, comme prisonnier, j'avais peur, forcément. Parce que celui-là qui était pris avec une Allemande était envoyé tout de suite à Auschwitz. Mais dans le village éloigné de tout comme ça, on ne risquait pas grand-chose. Et une première fois, c'était dans une forêt, on a travaillé, je ne sais pas, on traversait la forêt en revenant du travail dans les champs. Et puis elle mangeait des petits noix de cajou ramassés là-bas sur place sur les arbres. Et en disant, Heinrich, goûte un peu. C'est-à-dire, elle a pris dans sa bouche et puis elle me faisait goûter ces noix de cajou dans sa bouche. Et c'est comme ça que notre idylle a commencé. Bon, c'était pas grande chose, mais enfin, pour moi, la vie, elle était quand même plus agréable. Fallait se méfier, fallait pas se montrer. Mais enfin, bref, on était assis toujours à table,
côte à côte. On s'est touché, on ne pouvait pas faire autre chose. Pour dormir, c'était pas possible. Pour qu'elle vienne dans ma chambre, elle dormait avec sa sœur. Voilà mon carillon qui sonne. Et puis, une fois que c'était, on passait les laits, les vaches, quand les vaches ils ont été traits, on peut passer les laits par centrifugeuse, et cette centrifugeuse s'est trouvée au grenier. Donc il faut aller monter avec les laits là-bas pour la faire passer, pour séparer la crème du lait. On est monté à deux avec Martha, et là, sa tante, c'est-à-dire la sœur à sa mère, elle s'est doutée quelque chose. Elle a monté à pied de chaussette sur les escaliers, et puis elle nous a surpris avec un train qu'on s'est embrassé. Elle n'a rien dit, pas un mot. Elle a rangé ce qu'il y avait à ranger, on a descendu. Mais depuis ce temps-là, j'avais plus l'occasion de monter avec elle pour passer les laits dans la centrifugeuse, parce que c'est sa tante qu'elle montait avec. Enfin, c'était toujours la vie des prisonniers à semi-liberté, disons. Et puis la guerre, elle continuait. Et puis, 1944, il est arrivé. Les Américains, ils sont débarqués en Normandie. Ils ont avancé vers la France. Et puis pour l'hiver 1944, ils ont été arrêté leur offensive dans les Ardennes. Et les Allemands, ils tenaient bon, et puis ils préparaient à ce moment-là contre-offensive. Seulement, cette contre-offensive a duré un bon moment. Et c'était à Noël que j'ai une nouvelle que je ne peux pas rester là, qu'on va me faire éloigner de la profondeur dans l'Allemagne, parce que j'étais trop près du front. Et là, on m'a déménagé dans une bourgade qui s'appelait Gerolstein. Et là, j'étais forcément toujours dans le village, toujours chez habitants. Et c'était pas mal non plus, seulement quand les Américains ils ont commencé à bombarder, alors ça finissait pas. Les nuits que j'ai passées, j'avais une petite chambre au grenier. Et les nuits que j'ai passées, c'était un vrai tremblement de terre parce que les Allemands, à ce moment-là, ils lançaient leur V1 sur l'Angleterre. Alors on les voyait passer au-dessus de nos têtes en faisant des bruits infernaux. Ils disparaissaient à l'horizon. Mais la vie là-bas, elle commençait quand même à être très difficile à cause des bombardements. Les Américains, les Anglais, il y avait un pont sur une rivière, je ne sais pas comment elle s'appelait. Il était bombardé, le village était bombardé. Ça tombait à une vingtaine de mètres de notre maison, une bombe qu'on s'est trouvés tous par terre, du plâtre qui a tombé du plafond. On croyait que c'est la fin, enfin c'était pas ni pour elle ni pour moi. Et aussitôt, le soleil s'est levé, les Américains y arrivaient avec l'aviation et puis ils bombardaient. Et puis nous, du village, pour se protéger, on s'est sauvé dans une forêt qui était éloignée à peu près 400-500 mètres. Mais il fallait passer dans les champs, nos couverts.
Donc on s'est sauvé par là et les avions, ils ont attaqué les artilleries contre-aviation allemande. Et puis jeter des bombes, c'était assez impressionnant. Et bon, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'en avais tellement marre à la fin de ces bombardements que j'ai décidé de me sauver de là-bas. Et ce que j'ai fait, je me suis préparé une fois au soir et sachant parler déjà très bien allemand, j'ai arrêté un convoi militaire, un camion militaire. J'ai expliqué que je voudrais y aller là et là. Je me souviens plus maintenant des termes que j'ai utilisés. Et puis le type, il m'a embarqué. Il y allait vers les fronts avec les matériaux pour faire contre-offensive. Et puis quand j'ai approché au lieu des villages où je travaillais avant, où je retournais, alors je demandais pour qu'il me descende, j'ai descendu. Et dans la nuit, je suis arrivé chez mon bon allemand là, chez Martha. Et c'est là, ils m'ont accueilli de nouveau avec les bras ouverts. Et puis c'est là que ça a commencé à basculer. Alors j'ai vu tous les mouvements des troupes allemandes, tous les matériaux qui avançaient vers la France pour faire cette grande offensive Rundstedt. Et cette offensive, elle était déclenchée, c'était, je pense, à Noël 1945. Mais les Allemands, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils n'ont pas pu percer jusqu'en mer du Nord. Sans ça, les Américains et tout ce qui s'ensuit, les Anglais, ils auraient eu quand même des problèmes. Mais j'ai vu des compagnies entières des Américains, des Anglais, pris comme prisonniers parce que c'était le rang offensif. Elle a débuté en improviste. Donc il y en a certains qui ont été en pyjama et puis ils le ramenaient comme ça en Allemagne comme prisonniers. C'était triste à voir. Mais c'était de courte durée quand même parce que de Noël jusqu'à février, la guerre s'approchait toujours. On attendait jour et nuit les mitraillettes, on attendait bombardements. On a même reçu des obus chez nous, dans le village. On dormait à ce moment à la cave, parce que tout le monde y avait peur de dormir dans la maison pour pas que ça éclate. Je me souviens que dans la journée, on était bombardé aussi, enfin, pas nous dans les villages, mais malgré tout, il y a quelques maisons qui ont été touchées aux alentours. Et puis, devant nous, à peu près à 1 kilomètre, il y avait une route, et puis il y avait un vieux taco, un vieux blindé qui était là, immobilisé sur cette route qui était détruite. Les aviateurs, en arrivant, c'est presque tous les jours, ils attaquaient. Ils croyaient que c'était encore un engin qui est en bon état. Donc je regardais de la porte de la maison cette attaque aérienne contre cette blindée qui valait plus rien, quoi, qui était détruit. Et puis le jour est arrivé que la nuit, ou plutôt le soir, on a commencé à avoir de fortes, intensives tirs d'artillerie sur toute la région, sur le village, partout. Ça durait au moins 3 heures sans arrêt.
on tremblait dans notre cave, mais qu'on pouvait faire attendre. Et puis, au matin, en se levant, il y avait du beau soleil, c'était calme dehors, et je voyais plus un Allemand. Parce que dans le village, il y avait des Allemands qui ont logé. Puis un Allemand dans le village. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas encore. Et d'un coup de loi, je voyais approcher des soldats qui criaient quelque chose, mais c'était loin, c'était incompréhensible, je ne savais pas qui est-ce. Et c'était des Américains qui venaient et criaient Ouléma en anglais. Et puis c'était les prisonniers français là-bas au bout des villages qui ont les accueillis. Moi j'ai sorti à ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'ai sorti. J'ai pris un drap, un bâton, un drap blanc forcément, un bâton, et j'ai sorti devant la maison. J'ai vu arriver les cow-boys avec mitraillettes toutes prêtes à tirer. À mon âge, c'était suspect. Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? J'avais peur, mais j'arrivais, je ne sais pas quelle façon, de se faire comprendre que je suis prisonnier. Prisonnier of war, comme ils disent. Et puis là, on était tout de suite ramassés, tous les prisonniers, et tout le monde, tous les habitants du village. Tout le village qui était vidé. Les Américains, ils sont arrivés, ils ont installé leur blindé, leur artillerie. Et puis tous les habitants du village, on nous a évacués dans quelques 2 kilomètres de là, une grande maison vide. Et c'est là qu'on était enfermés. On a passé la nuit là-bas, et au matin, il y a un officier américain d'origine française qui est venu demander s'il y a des prisonniers. Parce que là, on était mélangés avec les Allemands. Et puis forcément, on s'est présenté comme prisonniers. Il nous a questionné après si on sait pour décrire, par exemple, où est-ce qu'il y avait les tirs de VD, parce qu'il y avait déjà les bombes plus perfectionnées que les premières. Et puis les tirs, ils se produisaient de cette région-là. Moi, je les ai vus démarrer, décoller, quoi, si tu veux. Et puis, bon, forcément, j'ai décrit approximativement d'où se trouvait, quoi. Et puis, bon, bah, on était après mis sur les camions et puis conduits en arrière. C'est-à-dire, pour nous, la guerre était terminée. C'était en février 1945. Je suis arrivé à Luxembourg et après c'était dans un camp à Hayange. C'est tout près frontière luxembourgeoise. Là, on était abandonné à notre sort, quoi. On a eu à manger, on avait place pour dormir, mais il n'y a personne qui s'occupait de nous. Nous, jeunes, en bonne santé, on ne pouvait pas attendre comme ça 107 ans que la guerre elle termine. Donc, je ne sais pas, on était 4 ou 5 copains. On s'est décidé de partir. Donc, on est sorti. On avait le droit de sortir. Il n'y a personne qui nous a pu empêcher. Hein. On n'était pas surveillés. On est sorti sur la route. On a fait l'autostop. Il y a un camion qui nous a embarqués, qui partait à Paris. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé à Paris en février 1945. Alors, là, c'était problème. Il nous a descendu à périphérie.
il fallait prendre le métro. On savait, je ne sais pas par quel moyen, qu'il y a l'armée polonaise qui est formée par les Anglais à Paris. Je voulais rejoindre les casernes, mais comment s'expliquer? C'était difficile, et pourtant on a trouvé. Donc, ne sachant même pas la langue, si on arrive à gesticuler, je crois qu'on arrive assez fort pour se faire comprendre. Il y a une seule chose qui m'a frappé, que j'ai toujours dans mes souvenirs, c'est quand j'étais dans le métro, et puis il y avait des jeunes femmes, et puis ils nous ont questionné quand on a dit qu'on est prisonnier. Ils se sont jetés sur nous avec des cigarettes, avec des chocolats. C'était vraiment, pour moi, une chose inoubliable. C'était vraiment émouvant, très émouvant. Cet accueil. Et puis, je ne sais pas quand, si c'était jour et nuit, j'arrivais quand même dans ces casernes, Vauban, sur le boulevard Béziers. Et c'est là que je me suis présenté. Et puis j'étais pris tout de suite, forcément, pour être incorporé dans l'armée. Et là, en attendant, je me suis débrouillé pour être démobilisé de l'armée française, parce que du fait que c'était l'armée française avant. Et les années que j'ai pas les quelques semaines, quelques mois plutôt, avant le front, et les années d'étant prisonnier, tout ça, je n'ai pas touché mes soldes. Donc forcément, quand j'étais démobilisé, j'ai touché une belle somme. Bon, cette belle somme, ça a bien servi parce que le Paris, ici, est attrayant. Surtout que j'avais des copains qui étaient des bons vivants, qui ont touché de l'argent comme moi. Et ça, la vie, elle commençait en pleine liberté. Forcément, on a connu des bistrots, on a connu des filles, on a connu des cabarets. On a dépensé notre argent, jeté comme ça par la fenêtre. L'argent qu'on aurait pu, si j'avais pu penser à plus tard, cet argent que je touchais, pour ce prix-là, j'avais une petite maison. Mais enfin, cette maison, elle est restée à Paris. Et puis, le 8 mai est arrivé à Paris. Alors, vous pouvez vous imaginer la féerie des Parisiens, et nous avec forcément, quand tous les cloches ils ont sonné, quand toutes les voitures ils klaxonnaient, que la guerre elle était terminée. C'est des choses inoubliables. Alors après, forcément, la guerre elle était terminée. Moi j'étais dans l'armée, j'étais à Paris. Et j'avais un copain qui s'appelait Fonferec. C'était un Polonais qui habitait à la fosse 8 de Lens. Et puis il connaissait certaine Irène Novak. Et puis, d'un mot à l'autre, il dit, Boba, est-ce que tu ne veux pas correspondre avec? Je vais lui parler comme marin de guerre. Bon. Moi, pourquoi pas, je connaissais personne en France. Et les petits sortis à Paris, ça, pour moi, ça signifie rien. C'était pas ma vie, quoi. C'était le détente après d'être prisonnier, c'est tout. Je cherchais plutôt une vie stable, une vie de famille. Et puis, c'est comme ça que j'ai écrit première fois à ma femme, mais pendant ce temps-là,
que j'étais tout près à Paris, je suis jamais venu lui rendre visite. Et en septembre, j'étais envoyé à Italie. En Italie, on ne faisait pas grand-chose. On gardait les magasins de dépôt, de ravitaillement. On gardait les prisonniers. La guerre elle était terminée. Donc, la vie là-bas, c'était la belle vie, quoi. Surtout à Italie, du beau temps. On se baignait, on était sur Adriatique. Ma ville garnison, c'était Sinigalia, tout près d'Ancona. Et forcément, j'avais toujours cette envie de venir en France. Là, j'ai menti. Parce que pour obtenir billet gratuit de train, j'ai menti en disant que ma démobilisation de l'armée française n'est pas terminée. Il faut que je retourne à Paris. Alors donc j'ai voyage gratuit avec des congés et avec nourriture pour 2 semaines, du fait que je partais pour 2 semaines. C'est comme ça que je suis arrivé à Paris. J'ai dormi à l'hôtel. J'ai mangé dans les messes des sous-officiers américains. On a mangé très très bien. Et puis il fallait partir à Lens. J'ai pris le train et puis j'ai retrouvé Lens. Et à Lens, il fallait retrouver la poursuite, forcément. Alors mes bagages, j'ai laissé à la consigne. Et puis j'attends, je ne savais pas à quel éloignement que c'est de Lens, poursuite, parce que j'ai attendu presque 2 heures pour avoir le petit train pour la poursuite, que j'aurais pu faire ça à pied. Enfin, je ne savais pas. Je suis arrivé à la gare devant dans les vieilles poursuites. Je demandais de retrouver rue Alexandre Dumas. Et j'ai retrouvé. C'était au matin, à cette bonne heure. Je me suis baladé dans la rue, n'osant pas entrer, n'osant pas frapper à la porte. Mais il fallait quand même décider. Et quelqu'un qui m'a vu, c'était ma tante Annette, qui l'a vu, un soldat qui se baladait dans la rue. Elle a dit certainement que c'est ton filleul de guerre. Elle a dit ça à Irène. Irène, comme elle m'a raconté après, elle s'est vite sauvée à roue pour s'arranger un petit peu. Et puis, je rentrais à la maison, dis bonjour à tout le monde, et puis elle était là. Je l'ai trouvée très belle, très fraîche. Et ça m'a, comment dire, c'est-à-dire j'ai un caractère assez pour la famille. Et je pensais que ça serait bien fonder la famille, mais je ne pouvais pas quand même prévoir que ça va se réaliser. J'ai passé une semaine chez ma future femme, et puis, je ne sais pas si elle m'a tellement apprécié pour être de beauté, mais peut-être j'avais des autres qualités qui l'ont incité à ne pas m'oublier. Au bout d'une semaine, il fallait quitter. Mes congés terminés. Et elle m'a reconduit à la gare de Lens. J'avais mal au cœur serré, mais il fallait partir. Je suis reparti à Italie de nouveau.
Et là, on a commencé à correspondre. Donc notre correspondance, c'était quand même assez compliqué. Puis moi, j'écrivais seulement en polonais, et puis elle en français. Mais on arrivait à se faire traduire, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et puis, j'ai quand même osé de lui demander ce qu'elle pense si je venais l'été pour se marier. Elle m'a répondu que oui. Eh bien, depuis ce temps, j'étais très content, j'entendais avec impatience les jours de départ. C'était les premières, non, c'était au début de juillet, oui. Début de juillet 1946. Et en février 1946, on faisait des manœuvres en Italie. On dormait de champ. D'ailleurs, vous avez une photo quand je suis assis dans les champs au réveil. Enfin, c'est pas ça. Je continue mon récit plus loin. En arrivant à la fosse 8, on a commencé à faire toutes les démarches pour le mariage. Alors, j'ai rapporté quand même pas mal de choses, à tout le ravitaillement pour un mois que je touchais de l'armée. J'avais réserve de whisky, j'avais réserve de cigarettes, et ça s'est préparé pour un mariage, forcément. Et on s'est aperçu quand on est parti à la mairie pour annoncer qu'on va se marier. Ils nous ont demandé qu'est-ce que je fais. Je suis soldat de carrière dans l'armée polonaise en Italie, sous tutelle anglaise. Ils ont dit il faut l'autorisation des autorités militaires pour que vous puissiez vous marier. Bon, c'est-à-dire que le mariage, tout était préparé. Et puis il fallait tout arrêter, parce que je n'avais pas de cette autorisation. Donc je suis reparti à Paris. Et dans les bureaux à Paris, bureaux militaires à Paris, j'avais des copains. Et je me suis adressé à un copain pour qu'il puisse télégraphier à Italie pour obtenir cette autorisation. Et cette autorisation, à la fin de compte, est arrivée à Paris, mais est arrivée jamais chez moi à la fosse 8, que j'attendais avec impatience. C'est pas arrivé parce qu'il l'a oublié. Donc fin juillet qu'il arrive. Mon congé est terminé. Il fallait retourner, on ne pouvait pas se marier. Donc on s'est dit au revoir, avec grand regret. J'ai pris le train. J'ai promis que je reviendrai, au plus tôt possible. Et forcément, je suis revenu plus tôt que c'était prévu. Parce qu'en arrivant à Paris, je rencontrais mon copain. Et puis il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'envoyer l'autorisation d'arriver pour te pouvoir marier. Bon, bah, c'était très bien, mais maintenant, quoi faire? Donc, je me suis adressé aux autorités militaires à Paris en expliquant mon cas, et puis ils m'ont fait prolongation de congé pour un mois encore. Avec grand étonnement, elle m'a accueilli quand je suis arrivé chez elle, lendemain de Paris. Qu'est-ce que se passe? Alors je dis, bah oui, se passe, on va se marier parce que j'ai l'autorisation. Alors c'était vraiment un branle-bas de combat, parce que malgré tout, les préparations qu'on a fait
du fait qu'il n'y avait plus de mariage. Tout était dispersé. Il n'y avait plus rien. Il fallait tout recommencer. Moi, je n'avais pas de l'argent. Je ne pouvais pas rien faire. C'est tous mes beaux-parents qui préparaient les mariages. Bon, enfin. Et puis, c'est comme ça que le 27 août 1946, mais mes congés, ils terminaient aussi. Donc, 3 jours après notre mariage, il fallait que je la quitte pour retourner à Italie. Donc, on a notre lune de miel, il n'était pas tellement terrible encore par rapport, enfin. Bon.